Bienvenue dans ce nouvel épisode de Makerside, le podcast qui traite de la passion economy et des créateurs de side projects. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000 heures, un studio de création pédagogique. Aujourd'hui, je reçois Myriam. Plus connue sous le nom de Missy Jean, elle a récemment lancé un compte TikTok qui cartonne. Je lui pose plein de questions pour essayer de comprendre comment publier du contenu sur TikTok peut rapidement devenir un side project. On va également faire un parallèle avec Instagram et parler du marketing d'influence qui fait partie d'un de ses business models. Bonne écoute! Myriam, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Makerside. Merci. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on va encore une fois aborder un nouveau sujet qui est un nouveau type de side project. On va parler des réseaux sociaux et en particulier de TikTok, qui est une plateforme qui a explosé ces derniers mois, ces dernières années. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Bien sûr. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 25 ans. J'ai commencé par médecine et biologie, sauf qu'après j'ai bifurqué et je suis passée en économie et management en anglais parce que je voulais toujours travailler dans ce secteur qui est la santé, mais je préférais pas être diplômée de sciences. Je voulais gérer des projets. Ça a toujours été mon dada, on va dire. Donc j'ai fait ça, je suis partie en Allemagne 1 an en tant qu'Erasmus, j'ai travaillé 1 an en Espagne, bref ça s'est super bien passé, j'ai touché un petit peu à tout, sauf que depuis toujours, et c'est ce que mes parents essayaient de me bloquer, j'ai toujours été sur l'ordinateur. Vraiment, c'est ce qui me caractérisait en tout cas en tant qu'adolescente. Je faisais de tout, des montages, tout ça. Je vais venir un petit peu à mon sujet. Et j'ai décidé en fait de rallier, pas d'une pierre deux coups, mais de trois pierres, non, d'une pierre trois coups plutôt, la santé, le management, donc la gestion de projet, et le digital, qui était vraiment ma passion en tout cas, mon hobby. Et donc je suis partie à Paris. Moi je ne suis pas originaire de Paris, je suis originaire du sud de la France et je me suis dit c'est là où il y a toutes les opportunités et où je pourrais en fait terminer ma scolarité en effectuant un master. Un master avec des alternances pour pouvoir avoir ce côté professionnel avec. Donc j'ai travaillé pour Nestlé bébé, donc on est dans l'alimentation infantile. Il y avait ce côté réglementaire mais on était beaucoup sur du marketing. Et j'ai travaillé pour un laboratoire pharmaceutique, MSD pour être exact, où là, clairement, c'est de l'oncologie, c'est vraiment des médicaments, des vaccins, ce genre de choses. Et j'étais dans de la gestion de projet pure et dure. Donc c'est cette expérience-là qui m'a permis de tout rallier et d'accéder en fait à mon objectif qui était faire ça en fait. Et aujourd'hui, il s'avère que j'ai un side project qui est devenu mon main project, donc mon projet principal, les réseaux sociaux. Donc ça m'a permis de me développer grâce au confinement, au premier. Je me Ouais, suis lancée comme ça parce que ma sœur me partageait des vidéos TikTok que je pensais vraiment comme une plateforme pour les enfants au début. ouais, de Et divertissement. exact. Et finalement, quand elle me partageait les vidéos qui étaient humoristiques, ça m'a beaucoup rappelé Vine. Et Vine, Ouais. c'était une application de vidéo 15 secondes maximum que j'ai adorée, mais qui n'a pas duré long feu. Donc, je me suis inscrite et du Et jour au lendemain, justement, ouais, quels étaient tes objectifs quand tu t'es inscrite sur ta plateforme? Pourquoi est-ce que tu as créé un compte finalement? Pour je te me suis divertir juste, aussi? exact, je me suis juste inscrite en tant qu'utilisatrice. C'est-à-dire que je voulais regarder le contenu plus facilement. Je le voyais par iMessage, donc par texto. Je me suis dit, bon, bah vas-y, télécharge l'application, ça te coûte rien et puis ça sera plus simple. Voilà, c'était tout. D'accord, donc c'était vraiment tes objectifs, tester la plateforme parce que j'imagine tout le monde en Exact. parle, t'arrêtes pas de recevoir des vidéos. Mm. Euh, à quel moment, parce que en même temps, ce qu'il faut dire, Myriam, c'est que toi, tu as toujours été intéressée par la création de contenu, tu avais fait quelques vidéos sur YouTube, C'est tu es ça. aussi présente sur Instagram. J'imagine que Instagram, est-ce que c'était peut-être avant TikTok?
Oui, oui, j'ai toujours eu un compte Insta, un compte Facebook, Ouais, un compte YouTube pour regarder des vidéos. Mais c'est vrai que j'ai sauté le pas, en ex- tout cas sur YouTube, en ouais. essayant d'être créatrice de contenu. C'était vraiment un petit peu à la one again, hein, pour être vraiment transparente. C'était des vidéos de nos voyages entre familles où je faisais du montage vraiment un petit peu plus poussé que la normale. Et c'était tout. Ça Et, s'arrêtait là. Mon Instagram était perso. et comment on passe d'utilisateur de TikTok, c'est-à-dire, en fait, ce qu'on se dit aussi, c'est que sur la plateforme, il y a toujours sur toutes les plateformes d'ailleurs, que ce Mhm. soit LinkedIn, Instagram, YouTube, il y a un pourcentage infime de créateurs de contenu. Euh, et comment est-ce qu'on passe de l'autre côté et qu'on se dit, allez, je vais tenter, je vais lancer mon premier TikTok. D'ailleurs, quel était ton premier TikTok et pourquoi tu as sauté le pas? Alors, j'ai sauté le pas un peu sur un coup de tête. Ça s'est fait vraiment comme ça, vraiment sur un coup de tête. C'est même pas une histoire en mode je vous raconte ça pour vendre du rêve, pas du tout. Ça s'est fait un soir, je crois qu'il était 1 heure du matin. Et c'était pendant la polémique sur l'interdiction du voile dans des lieux publics comme les piscines, ce genre de choses. Donc on est sur un sujet très polémique, très touchy surtout. Et j'ai fait en fait une vidéo un peu réponse à ma façon parce que il s'avère que bah, je partage cette religion-là et que ça m'a touchée, cette histoire-là. Et j'ai juste fait en fait une vidéo de 5 secondes. C'est 5 secondes littéralement, qui ironisait un petit peu la situation où j'avais écrit la France, le voile, j'avais mis en fait des petits émojis qui caractérisaient ça et moi j'avais fait un geste, c'est-à-dire j'avais en fait recouvert mon buste de pardon, j'avais recouvert mon buste du voile pour rigoler, mais il était mal mis, hein, on voyait mes cheveux. Et c'était mon premier TikTok. Et il a fait 200 000 vues en 48 heures. D'accord. C'est... Je suis restée sur le cul, comme on dit. Ouais. Je ne m'y attendais pas du tout. J'avais fait ça vraiment comme ça, sur un coup de tête. Et ça a pris. Ça a pris et c'est là où je me suis dit, en fait, t'as toujours fait ça, t'as toujours fait du contenu, mais ça n'a jamais pris avant. Et là, t'as une opportunité qui s'est ouverte. Et je me suis dit, bon, la politique, tout ça, ça m'intéresse pas. C'était vraiment pour le fun, entre guillemets. Ouais. Par contre, tu vas creuser TikTok parce que c'est vrai que c'est mal vu. Et même moi, hein, je pensais que c'était une application pour enfants. Et ça l'était au début beaucoup, beaucoup. Maintenant, ça a évolué. Et je me suis dit, lance-toi parce que tu as toujours dit que sur YouTube, tu as passé ton wagon. Sur Instagram, tu as passé ton wagon. Donc maintenant qu'il y a TikTok, vas-y, tente. Et si Tu tu sais, y arrives pas, voilà. c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, on se pose la question en tant que créateur de contenu, on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Mm. Je me suis longtemps posé la question pour le podcast. Aujourd'hui, il y a Clubhouse, qui est une application qui est en train d'émerger, où aussi je me pose la question et j'essaye aujourd'hui de créer du contenu là-dessus. Euh, mais du coup, quand on crée ce contenu, on va en général se positionner sur un sujet. Donc toi, ton premier TikTok, il était un peu... tu as réagi un peu à l'actualité. Comment C'est est-ce que ça. tu as choisi ton sujet? Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous expliquer un peu en détail quel est le sujet sur lequel tu t'es positionné. Le sujet actuel ou vraiment le premier, mon Le premier TikTok? sujet que tu as suivi pour la suite de ton Ah, aventure sur TikTok et sur lequel tu te positionnes aujourd'hui. oui. Ah bah, je suis dans le soin de la peau, donc le skincare comme on l'appelle en anglais. Concrètement, c'est prendre soin de sa peau. Et pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que depuis que je suis entrée dans l'adolescence, j'ai eu de l'acné. Je suis passée par beaucoup de traitements et les gros traitements comme Roaccutane, qu'on connaît. Et en fait, j'ai rallié mon côté scientifique, donc mes réflexes scientifiques de médecine, mon expérience personnelle par rapport à ça, et en fait, une recherche continue en termes d'études cliniques, en termes de sujets à la mode sur la peau. Je voyais déjà que les anglo-saxons, donc les Américains, les Anglais, les Australiens, étaient déjà sur ce sujet. La marque, en fait, qui m'a vraiment poussée à me mettre de façon vraiment professionnelle là-dedans, je vais dire, c'est The Ordinary. Donc une marque canadienne qui vend des soins de la peau à prix vraiment réduit, c'est-à-dire c'est du 5 euros, 6 euros, c'était du jamais vu, en tout cas en skincare et notamment en France. Donc
vu que c'était une marque qui était pas chère, mais qui avait surtout un langage bah, très chimiste, parce que clairement, c'est le nom des actifs en fait qui caractérise chaque produit. Bah, je me suis dit, attends, moi je sais de quoi on parle. Bon, bah, on va partager ce que je sais. Et ça s'est fait comme ça. Mais en fait, en résumé, c'est vraiment, tu as pris ce sujet-là et ce format parce que ça te correspond énormément. C'est en Ouais. lien avec des études que tu as pu faire, c'est en lien avec ton activité principale. À ce moment-là, tu travailles dans un laboratoire, c'est ça? C'est ça exactement. Donc j'étais en laboratoire pharmaceutique. On était vraiment dans le cœur de la santé, c'est-à-dire les médicaments, les maladies infectieuses, etc. Donc pour moi, ça faisait en plus écho au moment où je travaillais pour ce labo, parce que j'apportais en fait ce côté légitime. Alors, c'est bien d'avoir fait médecine et tout, mais j'en suis pas diplômée, je suis pas médecin et encore moins esthéticienne par exemple. Mais j'arrive à comprendre certaines choses que, on va dire, les consommateurs lambda comprennent pas forcément. Et c'est normal, c'est un nouveau langage aussi qui est apporté. C'est une nouvelle mode. Euh, Ouais. Comme pour les cheveux, on parle de fibres capillaires ou je ne sais quoi, alors que voilà, c'est un cheveu. D'accord. Donc, Ce que tu fais, c'est ouais, de la vulgarisation finalement. exactement. Ouais, c'est vraiment, en plus, ma phrase sur tous mes réseaux, c'est vulgariser la cosmétique. Donc, c'est vrai que je me concentre beaucoup sur les soins. Mais après, en tant que fille, et bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tant que fille, j'aime beaucoup le maquillage et des fois, je fais des petits contenus là-dessus qui se rattachent aux soins. Donc, par exemple, quel fond de teint ne fait pas de boutons, ce genre de choses. Voilà. Est-ce que finalement, tu crées pas le contenu que tu aurais voulu avoir quand tu étais plus jeune? Oui, si tu savais, quand j'avais, je sais pas, fin lycée déjà, donc j'étais quand même assez adulte, on va dire, je cherchais des vidéos sur comment en fait se créer un bouton. Mais c'est véridique, hein, c'est-à-dire que je ne savais pas comment se créer un bouton. Et il n'y en avait pas. Donc moi, je cherchais ce genre de choses. J'essayais de trouver des réponses aussi auprès de mon dermatologue, mais bon, il n'était pas très compréhensif et on va dire amical. Donc c'était compliqué, il y avait des barrières. Et effectivement, oui, le contenu que je crée aujourd'hui, c'est celui que j'aurais aimé avoir, en tout cas quand j'étais adolescente, pour éviter de faire Roaccutane. Parce que j'en avais pas besoin en fait. D'accord, bon, bah, c'est cool parce que du coup, ça profite à énormément de personnes. Et Ouais, bon, finalement, on voit qu'un peu que c'est un sujet qui est, qui accroche bien avec la plateforme que sur laquelle tu t'exprimes, qui est oui, TikTok, ça va. sur laquelle tu vas retrouver la tranche d'âge des personnes qui sont concernées par ce type de problème. Euh, et du coup, je voulais revenir sur ton activité professionnelle. Comment est-ce qu'on gère ce projet qui est finalement un peu en lien avec son activité professionnelle? Comment ça se passe? Bah, j'ai plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté sur ton activité principale? Et est-ce que tes employeurs étaient au courant de cette activité ou pas? Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Bah, ce que ça m'a apporté pour répondre à ta première question, c'est une légitimité pardon, d'un point de vue créatif. En fait, tout de suite, je leur ai dit, je suis sur YouTube, je fais ci, je fais ça. Et c'était beaucoup de curiosité dans le sens où, oh, on ne savait pas, parce que j'étais quand même, voilà, la nouvelle, en quelque sorte. Et au début, c'était un petit peu vu c'était vu dans le sens où, oh, elle est créative. C'était pas mon métier. Mon métier, c'était chef de projet sur des structures quand même assez technologiques. Donc rien à voir avec la créativité, même si des fois on en a besoin un peu. Et finalement, je suis devenue sans prétention vraiment un atout parce qu'il s'avère que quand on touchait en fait aux newsletters qui étaient envoyés aux délégués médicaux qui sont censés parler aux médecins et ce genre de choses, bah, les mails, il a fallu les coder, il a fallu les remasteriser, les designer, les rendre un peu plus user-friendly, donc quelque chose d'agréable à lire. Quand il a fallu élaborer certaines solutions technologiques, il a fallu aussi réfléchir à ce côté pas UX, mais presque. Donc tout ça a fait que quand on a su que je savais faire des montages vidéo, des infographies, que je savais coder, parce que c'est quelque chose que je savais faire et que je leur avais dit, bah, tout de suite en fait on m'a mis sur des projets et on m'a donné plus de responsabilités, en tout cas 360 degrés on va dire. Même si c'était pas vraiment ça, c'était proche en tout cas. Donc concrètement c'était par exemple quand on avait des lancements de... J'avais par exemple un lancement d'une application, c'était tout nouveau. Le logiciel existait déjà sur desktop, donc sur ordinateur,
l'application, on a dû la lancer, on a fait des vidéos. Des vidéos dans le sens interview, pour que ce soit plus facile à comprendre. Et ben, c'est une Bibi qui s'en est chargée parce qu'ils savaient que je savais le faire. Et ça leur a plu et moi-même ça m'a plu parce que j'ai pu diversifier mes tâches, mes missions. Et ils l'ont su, oui, complètement, ils l'ont su. À la fin donc de mon contrat, j'ai pu plus m'ouvrir et leur expliquer en fait la portée que ça a pris parce qu'au début, il n'y avait personne qui me suivait. Et à la fin, on était déjà quand même à 20 000 abonnés. Sur Instagram, on était à 150 000 sur TikTok, donc c'était pas rien. Et c'est là où ils ont fait ah oui d'accord, ah, mais nous on comprend pas trop. Et je leur expliquais petit à petit ça en était quoi et voilà. Et c'est quoi tes chiffres aujourd'hui? Combien est-ce que tu as Alors, d'abonnés sur tes différentes plateformes? Et quelle est par exemple, déjà on pourrait avoir un ordre d'idée de quelle est la vidéo qui est le plus vue mhm. et en moyenne? Alors sur Instagram, j'ai 47 000 abonnés. Sur TikTok, j'en ai 222 000. Et je suis sur YouTube, mais je travaille ça. Donc, on n'est pas encore aux 1000 abonnés, mais on travaillera là-dessus. Et disons que ça a pris très très vite. On va dire, allez, entre août et décembre, c'est là où j'ai créé mon Instagram. Donc, de août à décembre, j'ai obtenu 30 000 abonnés. Ça s'est fait très rapidement, de manière organique. Il n'y a eu aucun sponsor, c'était vraiment du pur contenu qui a amené des abonnés. Sur TikTok aussi, ça a toujours été organique. Et sur TikTok, c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai pu atteindre les 100 000 abonnés en même pas 2 mois. Ma vidéo la plus vue, alors j'ai réussi à faire 5 vidéos à plus d'1 million de vues. D'accord. Et celle qui est la plus vue, elle se rapproche des 2 millions de vues. Elle est à 1,7 ou 1,8, je ne sais pas trop. Mais c'était énorme. La toute première vidéo qui a dépassé le million, pour moi, j'ai halluciné. J'étais là en mode de what? Mais finalement, je me suis dit, vas-y, continue. Et Et, voilà. et justement, est-ce que tu aurais, si tu devrais donner des conseils à des personnes qui voudraient se lancer sur TikTok, est-ce que tu Mhm. pourrais nous donner 3 éléments importants à tes yeux pour cartonner sur TikTok? Même s'il n'y a pas Alors, forcément de recette magique, mais oui, avoir c'est quelques vrai. pistes. Il y a différentes recettes, je pense. Ça dépend du sujet. Mais si on veut faire du sujet un peu pédagogique comme moi, faut pas que ça soit long, faut pas que ce soit barbant. Donc, il faut qu'il y ait une durée, en tout cas, raisonnable. En ce moment, les hypothèses disent que c'est entre 15 et 30 secondes. La deuxième chose, je pense qu'il faut un sujet qui fasse quand même un peu le buzz. Tout de suite, en fait, si on parle, par exemple, des points noirs ou dans mon sujet à moi, Hmm. ou d'autres choses un peu plus touchy, ça prend vite parce que ça touche à beaucoup de personnes ou alors ça attise la curiosité. Et la troisième chose, il faut que ça soit attrayant. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui soit le font trop à l'extrême, soit le font pas du tout. Mais rajouter des petits éléments colorés ou une musique, ça marche à la fois sur l'algorithme et à la fois sur les yeux des personnes qui regardent nos contenus. Voilà, je pense que c'est les trois choses qui font qu'un contenu peut fonctionner au moins un minimum. D'accord. Donc moi j'ai retenu fun, court et attrayant. Exact, parfait, tu as tout résumé. Et est-ce que, parce que tu es sur différentes plateformes, tu as d'abord Mhm. commencé par TikTok, est-ce que Ouais. tu remarques un move de tes abonnés d'une plateforme à une autre? Est-ce que, tu sais, dans beaucoup de conférences où beaucoup d'experts disent euh, TikTok, on n'est pas trop sûr de ça, on n'est Mm. pas sûr de comment est-ce que ça va évoluer, pardon. Et il faudrait essayer de rationaliser un peu sa force de frappe, par exemple, en envoyant ses abonnés sur TikTok, sur Ah oui, Instagram, pardon. oui, Est-ce oui, que tu complètement. observes ce move? Oui, ça a été même une de mes stratégies au début. C'est vrai que j'ai pas lancé mon Instagram tout de suite. Mon TikTok avait déjà bien pris et je me suis dit, oh, on va prendre le temps. Il s'avère que peut-être j'ai un petit peu trop pris mon temps. Ça a été très difficile d'apporter en fait ces abonnés TikTok vers Instagram, mais ça s'est fait. Au début, c'était peut-être aller 10% de ce que j'avais sur TikTok. Donc, par exemple, j'avais 100 000 abonnés, j'en avais peut-être 1000 sur Insta. Mais de fil en aiguille, ça s'est fait. Aujourd'hui, on arrive quand même à un tiers ou un quart. Donc ça s'est très bien fait. Mais oui, c'est beaucoup plus simple d'amener les gens de TikTok vers Insta que l'inverse. Parce que j'ai l'impression que les utilisateurs Insta sont un peu plus, sont dans un autre mood.
TikTok, c'est un peu trop la jungle, en quelque sorte. Ouais. Alors que c'est tout aussi bien, mais c'est vrai que c'est un peu la jungle parce que c'est du swipe infini et qu'on ne choisit pas forcément son contenu. Mais c'est TikTok qui le choisit pour nous. Et c'est ça qui est génial et un peu effrayant aussi. Et j'ai oublié ton autre question. C'était est-ce que tu avais observé que tes abonnés venaient de TikTok? Est-ce que tu les envoyais toi-même vers Instagram? Oui. Euh, et aussi, est-ce que du coup, vu que tu as différentes plateformes, est-ce que bon, pour YouTube, j'imagine que c'est du contenu différent parce que c'est du contenu plus long, plus travaillé, etc. Mais par Exact, ouais. exemple, sur Instagram, on a les Reels. Est-ce que tu adaptes ton contenu? Est-ce que tu en fais des nouveaux? Comment ça se passe sur tes contenus? Non, grosso modo, ce que je fais, c'est que le contenu qui est sur TikTok, je le reprends et le mets en reel. Donc, je change rien, peut-être une chose ou deux, ça dépend, mais c'est les mêmes vidéos. L'avantage, en fait, pourquoi j'ai fait ça plutôt, c'est que j'ai remarqué que ceux d'Instagram ne voulaient pas aller sur TikTok, beaucoup en tout cas. Je me suis dit, pourquoi les priver? C'est bien de faire du tease, on va dire, du buzz, allez-y, vous verrez toute la vidéo en entier, mais ça fonctionne pas tout le temps. Et je suis partie du principe que de toute façon, tu es là pour partager du contenu que toi tu n'avais pas et pour partager du contenu que certaines personnes ne comprennent pas. Donc partage-le. Si tu as des abonnés sur Insta et sur TikTok, tant mieux. Ça, même si les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc voilà, je suis partie du principe que toi, tu aurais aimé avoir en fait le choix de choisir ta plateforme en tant qu'utilisatrice. Et voilà. Mais c'est les mêmes vidéos. Et d'ailleurs, en ce moment, ce que j'ai remarqué, ça pourrait être un plus d'ailleurs, c'est que les vidéos TikTok, l'algorithme a changé. Donc le nombre de vues est descendu, mais drastiquement. On arrive au même nombre de vues que sur Insta en réel, en fait, en reel. Donc quand je lance en fait les deux vidéos en même temps, on arrive à des chiffres vraiment égaux et donc finalement c'est plutôt un bon indicateur que la vidéo a bien pris de la même façon des deux côtés et que ça a intéressé de la même façon. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est un signe que on est en train de se stabiliser au niveau de TikTok? Oui. Parce que c'est vrai qu'avant, il suffisait de faire quelques vidéos un peu bien travaillées. Donc, c'est pas mon cas parce que moi, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok. Mais je pense que j'avais pas les codes. Et maintenant, si je devais recommencer après notre échange, peut-être que j'arriverais à avoir quelques Ah oui, résultats. complètement. Ouais, tu devrais, ouais. Mais Mais oui, oui, complètement. Ça s'est stabilisé. Ça s'est stabilisé d'un point de vue négatif pour nous, les créateurs, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus comme avant? J'en ai beaucoup hein, autour de moi qui me l'ont dit, et même moi, je l'ai pensé. Quand tu fais, par exemple, des vidéos à plus d'1 million de vues facilement et que tu te retrouves à peine 20 000 aujourd'hui, tu te dis, il y a un souci. Mais finalement, ça s'est stabilisé. Il y a plus de créateurs de contenu, il y a plus d'utilisateurs. Et c'est vrai que bah, il y a plus aussi de publicitaires derrière. On voit qu'il y a plus de publicité. On voit aussi que les marques, en tout cas, moi je peux le voir que certaines marques me proposent de faire du contenu sur TikTok, alors qu'avant c'était hors de question. Hein. ouais. Même s'il y en a encore quelques-unes qui me disent non, TikTok c'est pas ce sur quoi on veut se baser, mais il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et je pense que la France, en tout cas, est en train de prendre le même exemple que les anglo-saxons, comme d'habitude. D'accord, mais on y reviendra, mais justement, Mhm. pour introduire un peu ce sujet-là, que tu as déjà commencé à en parler, c'est quoi, quand on se lance sur ce type de plateforme, c'est quoi le business model? C'est quoi les différentes sources de revenus possibles sur ces plateformes? Alors aujourd'hui, il est tout à fait possible de se faire rémunérer en nombre de vues TikTok. C'est-à-dire que TikTok pardon, nous rémunère pour le nombre de vues effectuées. C'est ce qu'on appelle le CPM. Alors c'est cher enfin c'est peu cher payé. C'est environ, si je me trompe pas, il disait que c'était 2 centimes pour 1000 vues. Donc c'est D'accord. vraiment très difficile d'atteindre un chiffre agréable, on va dire, mais c'est toujours possible de se faire un petit peu d'argent. La deuxième chose, concrètement, c'est les partenariats rémunérés. C'est-à-dire qu'une marque nous appelle, nous dit on veut faire telle chose avec vous, donc une vidéo forcément, ça sera tant d'euros par rapport à son engagement. La troisième chose, c'est l'affiliation. Et ça, peu de gens en fait le connaissent. C'est quand on parle d'un produit, on n'a pas forcément un partenariat avec une marque, c'est juste un coup de cœur par exemple. On peut très bien dire
aller cliquer sur ce lien. Et sur ce lien-là, il y a en fait tout un système qui fait que c'est relié à nous et qu'on récupère un pourcentage de la vente. Donc ça ne change rien pour la personne qui achète, ça change que nous, en tant que créateurs, si on a fait cette affiliation-là, on récupère un petit peu de sous. C'est pas beaucoup, c'est en général 8%, 10%, voilà. Et d'ailleurs, C'est tout. pour ajouter sur l'affiliation, d'ailleurs, je me rappelle qu'on en avait discuté lors d'une soirée. Et effectivement, l'affiliation, là où il y a le petit plus qui va avec, c'est que lorsqu'on clique sur un lien, par exemple, d'affiliation Amazon, et qu'on achète quelque chose d'autre dans les 30 jours, eh ben, le créateur gagne un pourcentage de cette transaction. Un exemple tout bête, si tu partages un lien Amazon pour une pommade ou un produit, si quelqu'un achète derrière une machine à laver ou un gros électroménager, c'est le jackpot. Voilà, tu vas gagner un pourcentage de cette transaction. C'est vrai. Et franchement, même sur mes réseaux, j'aime beaucoup rester transparente sur le côté collaboration, même sur le côté rémunéré. S'il y a affiliation, je marque toujours en fait qu'il y a tant de pourcentage que je peux récupérer. Alors, c'est tout nouveau pour moi, donc j'ai pas pu le transparaître beaucoup. Mais ce que tu dis, c'est très important parce que peu de gens s'en rendent compte et ça peut être un moyen de gagner gagner de l'argent à côté, en plus de son activité, et être un side project, concrètement. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Et je me rappelle, tu as parlé de partenariat, je me rappelle que tu m'as évoqué aussi le fait que toi, tu t'étais organisé à ce niveau-là des partenariats. Je crois que tu avais préparé un dossier ou un document qui résumait un peu ton activité, qui résumait les personnes que tu avais, parce que comme tu as des statistiques, tu peux mieux te vendre, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous raconter, nous partager une collaboration que tu as pu faire? Avec plaisir. C'est ce qui s'appelle, ce document, un kit média. Un kit presse aussi, ça s'appelle. Concrètement, c'est notre fiche de vente. On est un produit et c'est la fiche de vente. Donc c'est qui nous sommes, nos chiffres en termes d'abonnés, les statistiques en termes d'engagement. Donc là, on va avoir les vues, on va avoir les commentaires, les likes. Si on est un petit peu bon en maths, on peut faire aussi des ratios par rapport à ça. Et on a tout le côté storytelling aussi, par rapport à nous, qui nous sommes, et surtout par rapport à ce qu'on veut partager sur ces plateformes. Par exemple, si on fait du contenu purement humoristique, c'est difficile de se vendre pour gagner de l'argent derrière grâce à un produit ou grâce à une marque. Donc il y a des filons comme ça qui font que c'est assez compliqué. Dans mon cas, c'est très simple parce que c'est ce que je mets tout le temps en avant. Mais oui, c'est un kit média et c'est ce qui m'a permis d'accéder au début à du gifting. Gifting, c'est quand une marque nous offre des produits pour les tester. Donc c'est ce qu'on appelle aussi de la relation presse. Et on reçoit des produits à la maison, on les teste, on aime, on en parle si on veut. On n'aime pas, on n'en parle pas, et puis voilà. Mais ça m'a aussi permis d'obtenir des collaborations. La toute première, c'était avec la marque Ayoma. D'ailleurs, ça s'est vu parce que c'était vraiment le premier post sponsorisé, ce genre de choses sur mon Insta. Et ça s'est fait après une vidéo qui était qui n'avait rien à voir avec de la collaboration. Ayoma, justement, qui est une petite boutique avec une technologie spécialisée dans l'analyse de la peau, parce que le créateur est en fait ingénieur. Donc ils m'ont invité, ils m'ont dit viens tester notre machine. Je l'ai fait. J'ai fait une vidéo, on va dire à ma façon. On m'a rien demandé et je l'ai lancée un mois plus tard. Donc j'ai été super en retard parce que bon, j'étais pas trop chaude au début comme on dit. Je l'ai lancée, elle a dépassé le 1 million de vues. Ça a été à la fois une surprise pour moi que pour eux et ils se sont dit on va travailler avec Myriam. Et c'est là où j'ai en fait travaillé encore plus mon kit média pour apporter plus de visibilité que ouais, j'ai fait qu'une vidéo à 1 million. Et ce kit média a été repartagé à d'autres marques. Donc des fois ça fonctionne, on obtient une réponse, des fois ça fonctionne pas, c'est normal, c'est comme ça. D'accord. Et du coup, la manière de te rémunérer, c'est une somme fixe pour Par exemple. partager un post. Oui, ou alors il y a beaucoup de marques aussi qui essayent de négocier les prix qu'on leur propose en nous offrant de la filiation. Donc concrètement, c'est fais une vidéo sur notre produit et en plus on te donnera un pourcentage des ventes. C'est compliqué quand il s'agit d'une petite marque où on n'a pas de transparence sur le chiffre de vente. Donc c'est à choisir si nous ça nous plaît ou pas. Moi personnellement,
c'est pas ce sur quoi je m'intéresse parce que voilà, c'est pas très intéressant et il n'y a pas cette transparence derrière. Mais c'est une autre façon de gagner de l'argent. Du coup, toi, tu es vraiment spécialisé sur un sujet, donc j'imagine qu'il y a que des... Est-ce qu'il y a que des marques qui sont dans ton sujet qui te contactent ou des fois, tu as des marques un peu plus généralistes? Des fois, j'ai des choses un peu plus hors du contexte Ouais, complètement. J'ai eu des restaurants qui m'ont ouais, contacté sur Paris pour venir parler de leurs produits, donc leur nourriture. Je ne l'ai pas fait ça par contre. J'ai eu récemment, j'ai une application de cashback. Donc on est sur de la vente aussi, mais c'est pas lié du tout en fait aux soins cosmétiques. J'ai aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir, qui sont en fait des fausses opportunités. Donc concrètement, c'est devenir ambassadrice d'une marque qui a des faux followers, ce genre de choses. Et j'ai eu aussi ce qui est très connu dans la cosmétique en termes d'arnaque en quelque sorte, c'est les entreprises pyramidales où en fait tout le système se fait par affiliation. Donc il n'y a pas vraiment de vente, c'est juste qu'on se vend entre nous et qu'on embauche en quelque sorte de nouveaux ambassadeurs. Et ça, je l'ai reçu beaucoup de fois quand c'était à mes tout débuts et j'ai toujours refusé parce que je savais l'envers du décor déjà. ouais. Le marketing de réseau Exact. sur les réseaux sociaux, c'est énorme. Enfin, il y a énormément de posts là-dessus. Il y a énormément aussi de créateurs de contenu. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des personnes qui font des TikTok ou autres pour mettre en avant les avantages. J'espère que j'aurai l'occasion d'approfondir ce sujet sur un épisode du podcast parce que c'est vrai que c'est J'en tout un connais une de univers. personnes que je pourrais te recommander. Bah écoute, avec plaisir parce que c'est tout un univers. Mm. Moi aussi, comme toi, j'ai été sollicité, mais pas en tant que créateur de contenu ou influenceur, c'était à titre personnel Mhm. il y a quelques années, donc à voir. Mais est-ce que justement, il y a des partenariats que tu pourrais faire avec des marques qui ne sont pas forcément dans ton domaine et dans quelles conditions? Oui, bah, c'est en exclusivité en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait quand même 4 mois que bah, j'essaie de perdre du poids. Et j'ai fait quelques petites choses pour perdre du poids. J'ai par exemple souscrit en fait à de la livraison de plats à la maison. Alors c'est pas des plats bizarres, c'est des vrais plats faits par des chefs. Il n'y a pas de partenariat du tout, c'est juste que j'ai voulu essayer. Je leur ai dit que j'étais créatrice de contenu et j'ai eu un petit rabais. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est ce dont je vais parler bientôt sur cette perte de poids qui sort complètement en fait du sujet la peau, mais qui reste en fait relié, on va dire, au bien-être. Voilà. D'accord. Donc il y a ça par exemple, oui. Donc en fait, si je devais trouver le point commun, c'est qu'à chaque fois, quand tu acceptes de parler d'une marque ou d'un produit, c'est qu'il faut quand même que ça soit quelque chose qui t'intéresse vraiment et Complètement, que ouais. tu aies vraiment essayé voilà, un sujet qui est en lien avec ce que tu fais, quoi. Oui, c'est une question aussi, enfin, c'est plutôt des remarques que je peux avoir quelquefois, pas tout le temps, donc ça reste assez positif. Mais je peux avoir des remarques dans le sens où ah c'est une vidéo sponsorisée. Ah sur TikTok ça je l'ai eu plusieurs fois. Mais t'as fait cette vidéo sponsorisée parce que tu y crois ou pas? Et pour le coup la question était bien posée et j'y ai répondu de façon vraiment très transparente. Et oui, je n'accepte pas les marques qui ne me correspondent pas. Il y en a beaucoup d'ailleurs que vous connaissez pour ceux qui vont regarder ce podcast qui sont énormes que si je vous disais le nom, vous seriez en mode ah oui, eh ben j'ai refusé, ça m'intéresse pas du tout. Parce que soit l'image de la marque en fait ne me correspond pas, qu'on est sur des prix trop exorbitants, soit sur des compositions qui sont trop irritantes, qui ne correspondent pas à ma vision. Il n'y a pas de danger, mais ça ne correspond pas à ma vision. Soit parce que ça n'a rien à voir avec ce dont je parle et que il n'y a pas d'intérêt en fait. Voilà. D'accord. Et en termes de proportion, sur ce qui te rapporte le plus d'argent par rapport à ces différentes formes de revenus, on a parlé de l'affiliation, du partenariat, de la rémunération directe de TikTok. C'est quoi l'ordre de grandeur pour ces différentes Bah, sources de revenus? il y en a un quatrième que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais c'est aussi faire du consulting Des freelance en fait. prestations, ouais. Ouais, des prestations pour des entreprises ou des particuliers.
Et j'en ai eu 2 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je travaille pour une marque en tant que freelance et je fais une prestation sur une durée de 2 mois. Pour le coup, ce type de contrat, en fait, me rapporte beaucoup plus qu'une rémunération liée à une publicité. On est, en termes de grandeur, je dirais le double. Donc, si je gagne en fait un petit peu d'affiliation, on va dire que c'est le niveau 1. Donc, je gagne des petites miettes en quelque sorte. Le deuxième niveau, ça va être les publicités rémunérées en fixe. Et le troisième niveau, effectivement, c'est les contrats en tant que prestation. Ouais. D'accord. Et on est à peu près à combien en valeur absolue sur tout Euh, ce que ça te rapporte? Surtout, tout. Ouais. Par mois, Mmh. à peu Aujourd'hui, c'est près. assez lucratif. Ok. Franchement, la première fois on en avait parlé, toi et moi, j'étais bien en dessous du SMIC. C'était vraiment en plus à la fin du mois. Ça arrondissait les fins de mois. Ça arrondissait bien les fins de mois pour le coup. Mais j'avais déjà mon salaire. Donc c'était un plus qui était bien le bienvenu en fait. Aujourd'hui, on est sur un vrai salaire. C'est-à-dire qu'on est sur un salaire qui se rapproche d'un salaire de cadre. D'accord. Et c'est pas rien, parce que je suis pas Lena Situation, je suis pas Noolita ou ce genre de d'influenceuse, et j'arrive quand même à très bien gagner ma vie. Alors j'imagine pas les autres, Oui. Ben, personnellement. tu sais, je pense que ça veut rien dire parce que il y a des Possible, ouais. créateurs de contenu qui sont peut-être moins bien organisés que toi, qui vont pas forcément faire de la prestation, qui vont pas forcément avoir un kit média bien Oui, c'est propre qui vrai. va permettre de toucher des marques. Donc, et surtout qu'il y a des influenceurs qui ne sont pas spécialisés d'un sujet. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir des marques qui sont dans ton domaine, qui vont venir te contacter pour faire quelque chose, entre guillemets, d'assez intéressant. Mhm. Donc, ça va peut-être. Je pense que ça dépend des influenceurs. Donc, on est un peu, on est beaucoup plus qu'un SMIC, avec la moitié qui est liée aux prestations, si j'ai bien suivi. C'est ça, oui. Mais oui, tu dis vrai parce que j'ai déjà en fait ce réflexe de la gestion de projet. Je sais comment travailler parce que je l'ai fait en entreprise et je l'ai même fait en agence. Donc c'est pas faux que en fait j'avais déjà quelques avances sur ce domaine-là, même si j'ai jamais travaillé dans la relation presse ou l'influence, hein, mais j'avais déjà quelques avances qui ont fait que ça m'a peut-être facilité la tâche par rapport à d'autres. Peut-être, ouais. Mais effectivement, oui, le salaire aujourd'hui se rapproche d'un salaire de cadre. Et tant mieux, parce que j'ai des projets pour le futur qui font que bah, ça fonctionne bien et qu'aujourd'hui, je peux devenir indépendante. Et je suis indépendante. Et ça, Ok. c'était un gros, gros projet. Bon, bah, je suis très content d'entendre tout ça. Euh, Merci. Est-ce que si tu devais recommencer cette aventure TikTok, enfin, réseaux sociaux, Mhm. même si ça fait pas très longtemps, qu'est-ce que tu ferais différemment? Hmm, je pense que je ferai d'abord Insta en fait en même temps que TikTok. J'attendrai pas aussi longtemps pour pouvoir lancer cette plateforme parce que je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de développer Insta. Et c'est normal en même temps, la qualité aussi est différente. Quand on le négocie avec une marque, bah forcément, pardon, c'est beaucoup plus. En fait, on peut beaucoup plus négocier sur Insta alors qu'on a moins d'abonnés que TikTok où on en a beaucoup plus, 4 fois, 5 fois le nombre d'abonnés et c'est par exemple le même prix. Il y a ce côté-là. Mais il y a aussi le fait que sur Instagram, il y a beaucoup plus de canaux de communication. Je peux répondre par commentaire avec sans limite de caractères. On peut mettre des liens, on peut partager plein de choses, des gifs, des stories. Tout ça fait que c'est différent de TikTok. Donc je pense que je ferai ça. Et il y a une chose sur laquelle je travaille aujourd'hui qui est YouTube, que j'aurais essayé aussi de faire en même temps et ne pas trop traîner. Voilà. T'as pas peur de te disperser et du coup, le fait de travailler sur YouTube, parce que je connais un tout Mhm. petit peu YouTube, je sais que c'est chronophage, ça prend énormément de temps, Oui. les vidéos sont plus longues, il faut plus de matériel aussi, Mm. plus de post-production. Est-ce que t'as pas peur que ça empiète sur ton, ton activité sur TikTok ou Instagram? Alors oui, ça va empiéter en termes de temps. On n'est pas du tout sur le même temps de travail, pas du tout. Ne serait-ce que le montage en fait est beaucoup plus laborieux. Euh, le-
quand il va falloir parler devant la caméra, ben, il va falloir avoir un script derrière, forcément, sinon on ne peut pas tout raconter, à moins que ce soit un vlog. Mais effectivement, oui, ça prend plus de temps. Et je pense que aujourd'hui, vu l'algorithme qui a changé de TikTok, où je fais beaucoup moins de vues, ça va pas me changer quoi que ce soit si je fais moins de vidéos, par exemple. Pour Insta, j'ai en fait une organisation qui fait que je peux travailler en fait de manière très souple. J'ai un post qui est infographique, j'ai un post qui est du divertissement pur et dur, un mime, et j'ai une vidéo réelle qui est finalement une vidéo TikTok. Donc je recycle aussi mon contenu. Ça peut être du contenu direct, donc je le recycle via TikTok, mais ça peut être aussi du contenu que j'avais posté il y a août dernier, que je fais remonter en fait à la surface. Et ça aussi, c'est une autre stratégie qui me permet de gagner du temps et de travailler sur d'autres choses, comme les prestations pour les autres marques. D'accord, donc tout est bien organisé, tu as un planning de publication, tu sais que tel jour tu publies tel type de contenu, tu t'y prends à l'avance. Oui, plus ou moins. Ouais. Je suis pas maniaque du planning édito, mais en tout cas, oui, j'ai une idée. Je sais que telle semaine, je vais parler de ça. Je sais, enfin, j'ai un calendrier avec telle ou telle idée, mais il n'y a pas de poste, on va dire, pour tel jour. Après, je les programme, mes posts, ça oui. Sinon, je peux pas m'en sortir. Mes posts sont publiés tous les jours à 8 heures. C'est pas parce que je suis réveillée à 8 heures, hein. Tu les programmes. C'est une autre technique, ouais. Ok. Euh, Est-ce que... On donne tous les secrets là. Ah non, mais je vais Non, essayer mais c'est bien. d'en dire moins. Non, non, c'est Non, bien, au mais c'est un peu contraire, le but il de faut. ce podcast, c'est de partager des sujets qu'on ne connaît pas. Tu vois, nous, Myriam, on se connaît, mais Mhm. bah, enfin, on n'a pas tous dans notre entourage quelqu'un qui s'est lancé sur TikTok au bon moment, j'allais dire, et qui a ce type de résultat. Mais du coup, il y a aussi, je crois, un épisode que j'ai pu suivre sur tes réseaux sociaux, un épisode un peu fâcheux, j'ai envie de dire, où tu as eu bah, finalement la rançon, comment on dit? On dit la rançon de la gloire? Oui, On peut appeler ça comme je ça? pense. Ouais, en quelque sorte, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire Mais plus? oui, bah c'est pas un mythe, hein. Il y a bien des requins en fait dans l'influence, ça c'est clair. Et sachant que c'est pas du tout en fait ma façon d'être et mon éducation, je l'ai vraiment pris très personnellement et c'était le cas, hein, j'étais visée. Euh, Alors, est-ce mais qu'on peut remettre de contexte là-dessus pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est ouais, passé? ok. Bah, en Je te gros, au laisse. début, j'étais peut-être pas. Non, j'étais pas la première. J'étais pas la première sur TikTok, mais il y avait déjà une autre fille et c'est tout. Je crois qu'on était deux, en tout cas, principales là-dessus, à parler de skincare. C'était le début aussi de la plateforme, c'est normal. Il y a eu de la rivalité en pensant qu'il y avait du copiage, alors que le contenu n'était pas le même, la dynamique n'était pas le même, tout était différent. Donc on s'est parlé, ça s'est arrangé, voilà. Tout est passé sous le tapis. Et finalement, on a réussi à monter très vite toutes les deux en même temps. On avait la même vision en plus du soin, donc ça s'est très bien passé. Par contre, il y a eu une troisième personne qui s'est immiscée et qui s'est fait passer pour quelqu'un d'agréable, de gentil, mais qui copiait ouvertement le contenu de l'une et de l'autre, surtout le mien. Moi, je ne l'ai pas su en fait, parce que il y avait beaucoup de contenu qui passait sur TikTok et je publie mes vidéos, mais je suis pas forcément sur TikTok aujourd'hui à regarder ce que font les autres, parce que j'ai pas le temps. Et c'était déjà le cas avant. Mais il y a cette personne en fait qui me copiait, la gestuelle, tout était pareil, hein, tout. Et c'est des personnes, donc des followers à moi, qui m'ont mentionné sur sa vidéo et qui m'ont dit mais on dirait ta vidéo, mais on dirait ta vidéo. Alors c'était pas une fois ou deux fois, hein, c'était 10 fois. Donc je suis allée le voir et je lui en avais parlé. Et bah, ça a tout mis en bloc. Ça a osé aussi me dire que j'avais copié un de ses sujets alors que ce n'était pas le mien. Et que j'avais bien marqué sur le post qu'il s'agissait d'un sujet d'une personne qui l'avait créé, donc l'auteur. Et bref, ça a été un peu de l'hypocrisie. Ça a été du harcèlement aussi. C'est qu'on m'a pas contacté une fois, c'est qu'au début il a voulu me rencontrer, au début donc moi j'étais là en mode oui pas de souci et tout, mais une fois que j'ai vu le poteau rose, j'ai refusé, je lui ai expliqué et c'est revenu à la charge 2 fois, avec son compte perso aussi que j'avais bloqué, enfin bref, des trucs comme ça un peu zarbi. D'accord. Et ça a continué après sur Ouais. Instagram, donc c'est là où j'ai fait ça suffit. Euh, En fait, j'ai juste dit ça suffit, arrête de me prendre pour une andouille. Et je l'ai mis en fait, comme on dit, je l'ai affiché en story, histoire qu'il se fasse un peu taper sur les doigts. Et effectivement, ça l'a calmé.
Mais ouais, on a beaucoup de clash. Il n'y avait pas que lui, hein, il y a d'autres influenceurs qui sont très connus aussi sur d'autres plateformes qui m'ont clashé, qui ont fait des vidéos pour me contredire sans source ni quoi que ce soit, donc pour le simple fait du buzz. Et ça m'a étonnée de certains parce que c'est pas du tout l'image qu'ils partagent. Donc oui, il y a des coups bas, il y a des requins et il y a beaucoup d'opportunistes qui, qui écraseraient les gens pour monter, voilà, en D'accord. quelque sorte. Donc, C'est dommage. ouais, donc faut faire attention. Il y a aussi ce côté plagiat et du coup, chacun va essayer de trouver une solution, comment réagir. On peut commencer par étapes, en discutant avec la personne. Voilà, Mm. tu as tenté deux, trois solutions. Donc, il faut quand même être aussi mentalement assez solide, Oui. entre guillemets, pour Mm. pouvoir gérer ce type de situation. Donc, je pense que c'était quand même aussi important de parler de ce type Ouais. d'aventure qui peut arriver sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est même très répandu d'avoir ce côté plagiat. Et c'est normal, en même temps, c'est le jeu. Mais il y a des règles, on va dire, un peu tacites, où quand tu reprends le contenu d'un autre créateur, ne serait-ce que pour le côté source, si jamais, en fait, il y a une connerie dans le texte, on te tombe pas dessus, mais on voit que c'est l'autre qui avait fait une erreur. Mais il y a aussi le côté où tu voles pas, en fait, le contenu d'un autre, tout simplement. Et toi, ça ne te fait rien perdre d'indiquer que le contenu provient de quelqu'un d'autre ou que tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre. Au contraire, ça te crée un réseau et ça te permet d'avoir en fait vraiment des collègues en quelque sorte et avoir un peu plus de force de frappe. Et, Mais il y en a qui ne le comprennent pas. et est-ce que justement il y a des partenariats qui sont possibles entre différents créateurs du même sujet? Oui, j'ai eu alors différents sujets, j'en ai pas eu, Enfin, du mais même par sujet. exemple là je suis comment? Non, du même sujet, oui, ou Oui, différents sujets. bah, Ok, par donc exemple différents sujets, c'est pas forcément envisageable. Pour l'instant, moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Après, je pense que c'est envisageable, mais bon, je sais pas. Mais effectivement, en ce moment, je travaille sur une campagne avec la marque Serine, qui est un laboratoire allemand, qui fait partie d'un laboratoire allemand, pardon. Et je travaille avec une dermatologue. Donc, c'est un assez beau projet parce que quand moi, j'avance des choses, certes, il y a des preuves et tout derrière, mais je n'ai pas, en fait, on va dire, le diplôme derrière pour attester que c'est vrai ou avoir plus de légitimité, on va dire. Alors qu'elle, si. Et ça m'a beaucoup plu de faire ce projet avec elle, pour le coup. D'accord. Et effectivement, pour donner un peu plus de croustillant à ton podcast, euh, ce projet devait se faire avec un troisième créateur de contenu. Il s'avère que c'était l'un des plagieurs du début, mais qui ne m'avait pas ciblé que moi, parce que voilà, il y a eu d'autres problèmes, donc ça s'est fait que nous deux. Et tant mieux finalement, mais ouais, ça peut se faire entre plusieurs créateurs et les agences ou les marques peuvent décider de retirer l'un ou l'autre parce qu'il y a eu des conflits. D'accord. Du coup, la suite de ton aventure, c'est que tu vas aussi te développer sur YouTube, un Mhm. peu consolider tous ces réseaux et continuer de te structurer comme tu l'as fait depuis le début. Et c'est C'est quoi ça. la suite? La suite concrètement, c'est de ré... en fait, repartager tout ce contenu de manière plus simple et plus synthétique, mais aussi plus organisée. Parce que sur TikTok, il faut swiper infiniment pour retrouver tel ou tel sujet, il n'y a pas d'organisation. Sur Instagram, c'est pareil. Alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a le temps, parce que c'est plus grand en termes de visibilité pour voir tel ou tel sujet. Donc c'est mon objectif principal et pourquoi pas, en fait, à l'avenir, si l'opportunité se présente, ça serait bien, en tout cas, de créer la même chose, mais sur un format papier ou même virtuel, hein, c'est-à-dire en e-book, pour que ce soit plus simple de retrouver ce contenu. Parce que je sais qu'il y a plusieurs visions en cosmétique. Il y a les visions naturelles où on veut que du bio, que de l'organique, ce genre de choses. Et puis tu as les visions conventionnelles où on est pour le synthétique. Et moi, je suis plutôt dans le sens où les deux se complètent en fait. Et il ne faut pas diaboliser ni l'un ni l'autre. Donc pourquoi pas regrouper tout ça dans un papier écrit et le partager pour que ce soit plus clair encore une fois. Et peut-être qu'on se retrouvera sur un autre podcast pour parler de cette nouvelle aventure. On verra. Euh, on Mais verra. ouais, j'espère. Où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton actualité, Myriam? Alors, je suis sur Insta sous le nom de Missy Jim. C'était l'Insta perso du départ hein, que j'ai changé.
sur TikTok sous le même nom, MissyJym, MY2SYJYM, et sur YouTube, même chose. Voilà. J'ai d'autres plateformes qui sont sous mon nom, mais que je n'utilise pas. D'accord. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Myriam pour Merci ton à toi. temps, pour toutes ces infos. C'était Ouais, vraiment intéressant. Il y a de tout. Il y a des infos pour se lancer en exactement. tant que créateur de contenu, pour monétiser un peu son audience. Moi, je Merci suis beaucoup. Oui. toujours, pardon, je dis une dernière chose. Moi, je suis toujours là à pousser les gens à se lancer là-dedans parce que j'ai eu le struggle, j'ai eu la difficulté de me lancer dans ce domaine-là qui est les réseaux sociaux. Et si ces informations-là, qui sont souvent secrètes, qu'on n'a pas trop en fait de possibilité d'avoir, peuvent aider les personnes à se lancer, bah lancez-vous. Parce que si vous avez une passion ou quelque chose sur lequel vous êtes assez bon, que vous pouvez partager du contenu, parce que c'est ça qu'on recherche aujourd'hui, lancez-vous. Ne réfléchissez pas. C'est tout. Merci beaucoup pour ce témoignage inspirant et qui, j'espère, et je le pense, va inspirer énormément de personnes. J'espère. Merci beaucoup Myriam. Je te Merci souhaite Amine. bonne continuation dans ton aventure. Toi aussi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Pour retrouver tous les liens mentionnés durant cet échange, rendez-vous sur makerside.club. Vous pourrez également vous inscrire à la newsletter Makerside, dans laquelle je partage chaque lundi un nouvel épisode, des infos exclusives et les coulisses de l'enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.